Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% cyclisme. Aujourd'hui, on s'attaque un petit peu à la chouchou des classiques, les Strade Bianche. C'est peut-être en dehors des 5 monuments la course d'un jour la plus attendue de l'année. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui aimeraient en faire un 6e monument alors qu'elle n'est que récente, les Strade Bianche. La première édition remonte seulement en 2007, hein, donc cette année c'est la 19e édition. Et elle ne fait partie du calendrier World Tour que depuis 2017. C'est donc une course plutôt récente, mais qui fait déjà complètement partie du paysage du peloton et du cyclisme mondial. Et cette année, on s'attend encore à une incroyable édition. 213 km entre Sienne et Sienne. C'est une boucle autour de la ville de Sienne en Italie, avec très très peu de passages plats. Ça monte et ça descend. Il y a des petits radars, des petites descentes, des petits radars. Ça n'arrête jamais. Et bien sûr, en plus, il y a ces fameux chemins blancs. Traduction littérale de Strade Bianche. 16 chemins blancs cette année, un de plus encore que l'an passé. Ils ont rajouté 9 km de ces petits chemins blancs, là où bien souvent la différence se fait. C'est une difficulté supplémentaire. Il y a déjà le relief, mais donc il y a en plus ces chemins blancs où il faudra être fort, être costaud pour résister, pour aller jusqu'au bout à Sienne. Le tenant du titre, c'est évidemment c'est Tadej Pogačar. Il avait impressionné l'an passé en attaquant à 80 km de l'arrivée. Et il sera encore là cette année. Il est évidemment le grandissime favori, vainqueur en 2022 également, Tadej Pogačar. Il aura deux autres anciens vainqueurs face à lui, Tom Pidcock, vainqueur il y a 2 ans, et également Michał Kwiatkowski, vainqueur en 2017 et en 2014. Ça remonte à Kwiatkowski, mais il est encore là. Et puis à noter que celui qui a le plus remporté cette Strade Bianche, c'est Fabian Cancellara, le Suisse, qui s'y est imposé à 3 reprises. Cette année, donc, Tadej Pogačar, mais également Michał Kwiatkowski, pourrait donc l'égaliser. Et puis, un Français s'y est déjà imposé, c'était Julien Alaphilippe en 2019. Donc, voilà, une course qui est déjà au palmarès de la France. Cette année, ça sera compliqué pour un Français, même s'il y a quand même quelques prétendants, quelques outsiders. Point de vue des équipes, on a donc 25 équipes. Les 18 équipes World Tour accompagnées de 7 équipes Pro Tour de seconde division. On a l'Israël Premier Tech, la Lotto, la Q36.5, la Solution Tech Vini Fantini, la Polti Visit Malta, la UnoX Mobility et la Tudor. Voilà les 7 équipes de seconde division invitées sur ces Strade Bianche. Et donc en plus bien sûr les 18 équipes de World Tour. Du coup, d'un point de vue des coureurs, les favoris, on l'a dit, c'est Pogačar pour la Team Emirates, grandissime favori, mais il aura quand même quelques adversaires de renom, en la personne d'abord de Tom Pidcock, c'est a priori l'adversaire numéro 1, vainqueur il y a 2 ans, et puis surtout en très grande forme depuis le début de saison. Il compte déjà 4 victoires depuis le début de saison, c'est lui qui a le plus gagné. Mais il y aura d'autres coureurs qui vont avoir leur mot à dire. Lennart Van Etvelt, le Belge de la Lotto par exemple. On peut penser à Alex Aramburu pour la Cofidis. Il y a Ben Healy qui sera le leader de l'IF Education Easy Post, l'infatigable Irlandais qui sera là aussi une belle cartouche. Jakob Fuglsang pour Israël Premier Tech, expérimenté, qui a souvent fait des bons résultats sur cette course. Roger Adria pour la Red Bull Bora Hansgrohe sera le leader. On peut penser encore peut-être à Alberto Bettiol pour Astana et surtout à Marc Hirschi pour la Tudor, qui est évidemment aussi un coureur qui excelle sur ce genre de course. On a encore, pourquoi pas, Magnus Cort Nielsen pour UnoX, qui est aussi un bon coureur. Et puis, il y avait un outsider, bel outsider en la personne de Matej Moric. Malheureusement, c'est le seul coureur qui ne prendra pas le départ. Moric, il est grippé. A priori, ça sera donc plutôt du côté de Peyo Bilbao que l'on comptera chez la Bahreïn Victorious. Côté français, il n'y a pas ni Benoît Cosnefroy, ni Lenny Martinez, ni Christophe Laporte, qui avaient tous les 3 été dans le top 10 de la course l'an passé. Il n'y en a aucun de ceux-là. Donc on va compter plutôt sur le trio de la Groupama, Romain Grégoire, Valentin Madoise, David Gaudu, pour se montrer. Du côté de la Décathlon, c'est Bastien Tronchon qui sera le leader. On n'a pas non plus, par exemple, de Paul Magnier, ça aurait pu être une course qui aurait peut-être pu l'intéresser, même si ça monte quand même pas mal. Il y a vraiment beaucoup de montées, beaucoup d'ascensions. Elles sont courtes à chaque fois, mais elles font souvent mal aux jambes. Donc voilà un petit peu les favoris. Voilà la situation. Si un mot quand même, un coureur qu'il faudra surveiller aussi, je voulais en parler, c'est Christian Scaroni.
Il est à domicile en plus, l'Italien de l'XDX Astana. Et lui aussi, il est en super forme depuis ce début de saison. Et il n'y a pas de raison qu'il soit aujourd'hui non plus en méforme. C'est sûr qu'on le verra aussi dans le final Scaroni. Il est là sur toutes les courses qu'il a faites. Basiquement, il a toujours été dans les 2 premiers. Donc on verra aujourd'hui pour Scaroni. Voilà, on va pouvoir commencer, s'attaquer à cette très excitante Strade Bianche, la 19e édition. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 à l'instant, le peloton de 174 coureurs et non pas 175, donc avec l'absent Matej Moric qui s'élance. Il fait beau aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie, il y aura donc moins de risque de glissade là, dans ces chemins blancs. Par contre, ça veut aussi dire qu'il y aura plus de poussière et ça peut avoir également son importance évidemment dans la course. Il y a des coureurs qui n'aiment pas ça, d'autres qui savent mieux les gérer. En tout cas, il ne faudra pas oublier ses lunettes aujourd'hui. Allez, c'est parti, tranquille, pas d'attaque. Là, pour l'instant, dès le kilomètre 0, on va attendre un petit peu de se chauffer un peu plus les jambes, a priori. Allez, ça fait 10 km qu'on est parti. On n'a toujours pas d'échappée, même si la Ineos se montre pas mal à l'avant. Là, on sent que ça va pas tarder à partir. Allez, justement, il y a un Ineos là, avec Connor Swift qui va avec un Groupama. C'est Lewis Husky. Voilà, ça s'agit dans le peloton. Il y a d'autres coureurs qui y vont. Il était temps. Là, après 10 premiers kilomètres, vraiment, vraiment tranquille. Là, c'est parti. Une échappée. On a pas mal de coureurs qui tentent de sortir. Ils sont une dizaine là à être partis. Il y a un petit peu de toutes les équipes. On va attendre de voir un petit peu. Mais là, c'est bien parti. Ils ont déjà pris quelques mètres d'avance sur le peloton qui laisse ce groupe partir. Alors, qui on a dans ce groupe? On a donc Lewis Husky pour la Groupama FDJ, Connor Swift pour Ineos. On a pour l'Alpecin de Koninck, c'est Johan Prasch Petersen qui est là. On a un décathlon aussi, un décathlon AG2R la mondiale. C'est le Belge Stan De Wolf. Qui on a aussi pour l'Intermarché Venti, Simone Petit, l'Italien qui est là. Et on a le jeune Albert Witten Philipsen de la Lidl Trek. C'est le plus jeune de la course, il a tout juste 18 ans. Il est là à l'avant, Philipsen, ça va être intéressant là, de le voir à l'avant. Pour la Q36.5, c'est évidemment pas Pidcock qui est devant, c'est Mark Donovan. Un autre Britannique, Mark Donovan à l'avant. On a un coureur également de la Soudal Quick-Step, Pepin Reinderick. Alors là j'ai pas d'infos sur qui est Pepin. Pepin Reinderick. Pour la Jaco Alula aussi, c'est Anders Foldager. Là aussi, pas forcément un coureur vraiment connu du peloton. Et puis, on a un coureur de la Tudor aussi. On a vraiment 10 coureurs de 10 équipes différentes. Donc, ça devrait bien s'entendre. C'est Fabian Weich qui est là pour la Tudor. Voilà, 10 coureurs. Alors qu'il y a un coureur là, qui essaie de partir en contre. C'est un petit peu tard. Là, ils ont déjà pris peut-être 30 secondes d'avance, les 10 hommes. Ils tentent d'y aller. C'est un coureur de... Oui, on n'a pas de coureur des petites équipes italiennes qui sont à l'avant. Là, c'est dommage quand même parce que c'est quand même une course à domicile en Italie. Ça serait bien d'être à l'avant. Pour la Vini Fantini, pour la Polti, là c'est un coureur de la Polti qui est parti, mais il est parti un peu tard. Là, ça va lui coûter pour rentrer. Faudra faire un effort. C'est Javier Serrano. C'est Javier Serrano qui est sorti du peloton pour tenter de rejoindre les 10 hommes devant. Mais il est parti à contre-temps. Il va être en chasse-patate là, alors que le peloton là est de nouveau calme. Il est tombé. Il est tombé, Javier Serrano. Il rejoindra pas l'échappée. Là, c'est sûr. Il est tombé. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais voilà, il a chuté. Et du coup, il va pas pouvoir revenir. Le temps ça a l'air d'aller. Il remonte sur son vélo. Mais voilà, il va être repris par le peloton, évidemment. Et il ne rejoindra pas les hommes de tête. Il était toujours intercalé. D'ailleurs, il avait quand même du mal à entrer. Pas sûr qu'il aurait réussi à revenir. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il reviendra pas. Javier Serrano, il est tombé tout seul. Et on a donc 10 hommes devant et le peloton derrière. On est à 198 km de l'arrivée. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres. Et les échappés qui ont déjà près de 2 minutes d'avance désormais sur le peloton. Voilà, encore une crevaison dans l'échappée. C'est pas incroyable. C'est la troisième crevaison là, en l'espace de quelques kilomètres pour un coureur de l'échappée. On a cette fois-ci, c'est Albert Witten Philipsen
qui vient de crever. On était dans le quatrième secteur quatrième secteur des chemins blancs du jour, la Piana. On a déjà passé Vidrita, Bagnaia et Radi. Et là, voilà, Philipsen qui a crevé. Il y avait déjà Simone Petty et Anders Foldager qui avaient crevé quelques kilomètres avant. Donc voilà, faut faire attention. Ils vont revenir ces 3 hommes vont revenir dans les échappées. Mais c'est quand même étonnant. Ils ont des pneus fragiles, hein, mais voilà, c'est les Strade Bianche, ça peut avoir son influence bien sûr. Et bon, là ça va, ils vont revenir. Mais dans le final, pour les favoris, faudra avoir aussi un petit peu de chance. Hein. C'est dans ce genre de course, enfin, il faudra surtout éviter d'avoir de la malchance. Allez, j'ai pas dit les nationalités dans le peloton. On a quand même 3 Danois avec Praj Petersen, Albert Wittem Philipsen et Anders Foldager. Et puis on a aussi 3 Britanniques avec Lewis Haskey, Connor Swift et Mark Donovan. Et puis on a en plus un Belge avec Stan De Wolf, un Italien avec Simone Petty, un Hollandais avec Pepijn Reinderick et un Suisse avec Fabian Weich. Pas de Français à l'échappée. Alors qu'on nous a annoncé une chute dans le peloton, on l'a pas vu, mais on annonce une chute dans le peloton avec des coureurs comme Diego Ulissi ou Tim Wellens qui ont été pris dans cette chute, qui ont été distancés. On ne sait pas encore si ça va pour ces coureurs-là. On espère qu'il n'y a pas trop de mal. Il y a David Gaudu aussi qui a été pris dans la chute. Et on annonce l'abandon. Abandon de David Gaudu. Ah bah voilà. Ah bah dis donc. Ah bah j'espère que... Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé évidemment, mais j'espère que c'est pas grave pour David Gaudu. En tout cas, que ça ne va pas mettre toute sa saison en pointillé là. Mais voilà, on est à peine parti. On est au kilomètre 153. Ou plutôt, on est à 153 km de l'arrivée. Les 10 hommes de tête ont pratiquement 5 minutes d'avance sur le peloton. Mais voilà, l'abandon de David Gaudu pour la Groupama FDJ. Alors, ce n'était pas forcément le favori, le leader du jour du côté de la Groupama. On compte probablement plus sur Madouas ou sur Grégoire. Mais c'est bien sûr un équipier de luxe en moins pour la Groupama FDJ. C'est le premier abandon du jour. Il est français, malheureusement. C'est David Gaudu qui se retire là, des Strade Bianche. Et la chute dans les échappées. Attention avec... il n'a pas de chance. Albert Wittem Philipsen, il venait de crever pour la seconde fois. Il venait tout juste de revenir dans le groupe de tête là avec les 10 hommes et il est tombé. Il est tombé avec... c'est les 3 Danois. C'est les 3 Danois qui sont tombés. Il est tombé avec Johan Praj Petersen, avec Anders Foldager. Ils se sont accrochés là dans un secteur pavé. Et ils ont chuté. Alors que l'écart commençait à diminuer, ça s'est énervé. On a eu des petites accélérations de certains coureurs là, dans l'échappée, notamment de Mark Donovan et de Pepijn Reinderick. Et là, ça a chuté. Ils n'ont plus que... on est à 118 km de l'arrivée. Ils ont 3 minutes d'avance. L'écart qui est monté jusqu'à 5 minutes, ça s'est stabilisé. Mais ensuite, les coureurs d'Emirates, de la team Emirates XRG, ont pris les choses en main dans le peloton. Et l'écart a petit à petit diminué. Désormais, ils n'ont plus que 3 minutes 10 d'avance. Mais ils ne sont plus que 7 en tête. On va voir si certains vont, après cette chute, est-ce qu'il y a eu des dégâts pour ces 3 coureurs? Est-ce qu'ils vont revenir à rentrer dans le peloton? C'est pas sûr, notamment pour Philipsen. Là, il a fait 2 crevaisons, 2 fois des efforts pour rentrer là, la chute. Ça commence à faire beaucoup. Allez, 94 km de l'arrivée. On n'a plus que 6 coureurs devant. On a un Danois qui a réussi à rentrer. C'est Anders Foldager, qui a réussi à revenir sur les hommes de tête. Par contre, on a 2 autres coureurs qui n'y sont plus. C'est Simone Petty et Stan De Wolf qui ont lâché. Petty, il a été pris notamment, il a souffert d'une nouvelle crevaison. Et là, le rythme est tellement rapide que, une fois qu'on est lâché, on ne peut plus revenir. Ils se sont fait reprendre par le peloton, ces coureurs-là. On n'a donc plus que 6 coureurs devant, et notamment toujours les 3 coureurs britanniques. Lewis Haskey, Connor Swift et Mark Donovan, avec le Hollandais Pepijn Reinderick, le Danois donc Anders Foldager et le Suisse Fabian Weich. Derrière le peloton, toujours mené par les UAE, est à 1 minute et 49 secondes, alors qu'on est dans le 8e secteur de la journée. Et c'est pas le plus facile. San Martino Ingrania, c'est 9 km et c'est un secteur 5 étoiles. Autrement dit, il n'y a pas plus dur. Ça grimpe, c'est une petite route, c'est pas de la meilleure qualité. Et du coup, ça fait des dégâts. Le peloton qui est de plus en plus également restreint. Il n'y a plus tout le monde dedans. On a appris l'abandon. Notamment d'un coureur de Chris Neylands qui a été pris dans une chute également, le coureur d'Israël Première Tech. Il y a eu une crevaison au mauvais moment aussi pour Valentin Madouas qui est malheureusement légèrement lâché là après l'abandon de
de David Gaudu. La crevaison pour Madouas, pas sûr qu'il puisse jouer un rôle finalement dans cette course. Tout repose désormais sur Romain Grégoire pour la Groupama FDJ. Et puis côté de la Décathlon, c'est Bastien Tronchon, le leader, qui a aussi une crevaison, également lâchée. On a vu également Alexa Rambourou pour la Cofidis ou Quinn Simmons, des potentiels outsiders aujourd'hui être lâchés. Il n'y a plus qu'une quarantaine de personnes dans le peloton. Au final, le rythme là de la Team Emirates est assez terrible. On n'est pas loin, on est à 15 km de l'endroit où Pogacar avait attaqué l'an passé dans le Monte Santemari. Est-ce qu'il va refaire le même coup cette année en attaquant là 80 km de l'arrivée? On va le savoir bientôt. 90 km de l'arrivée, on va faire un petit focus sur un des échappés. Ils sont encore échappés, alors on va en profiter parce que c'est pas sûr que ça dure longtemps vu au rythme à laquelle va la Team Emirates dans le peloton. On va parler du coureur de la Groupama, Lewis Haskey, le Britannique. Il est jeune, il a 23 ans, Lewis Haskey. Il a fait toute sa carrière pro du côté de la Groupama où il a été formé. Il avait commencé dans l'équipe continentale avant de signer son premier contrat pro en 2022. C'est donc sa 4e année du côté de la Groupama FDJ pour Lewis Haskey. Il a malheureusement toujours pas gagné. Aucune victoire pro à son actif. Il a pourtant fait pas mal de deuxième place. Et l'an passé, il avait notamment terminé deuxième des championnats, des championnats de Grande-Bretagne, de la course en ligne. Il aurait pu être champion d'Angleterre, mais ça ne s'est pas fait. Il a fait deuxième d'une étape du Tour du Limousin, deuxième de la Classique Loire-Atlantique en 2022, deuxième de Paris-Tour en 2023. Donc, quand même des courses assez intéressantes, des courses françaises, bien sûr, en général, mais jamais de top de victoire, tout simplement. Sur les classiques, il est aussi un bon coureur. Cette saison, il a participé à l'Omloop Nieuwsblad. Il est allé chercher la 10e place. Il a cherché le top 10 sur l'Omloop Nieuwsblad. C'était il y a une semaine. Du côté des grands tours, il a déjà fait un Giro et une Vuelta. Et il a fait 5e sur une étape de la Vuelta 2023. Donc là aussi, un joli résultat. Il a participé déjà à 6 monuments alors qu'il n'a que 23 ans. 3 Paris-Roubaix, 3 Tours des Flandres. C'est un coureur de classique, clairement. Son meilleur classement, c'est une 25e place sur Paris-Roubaix en 2023. Il a encore donc une marge de progression devant lui pour aller faire mieux, chercher peut-être un top 10 sur un monument, c'est faisable. Et aujourd'hui, il est à l'avant et il va falloir qu'il résiste encore longtemps et notamment, on attend tous l'attaque de Tadej Pogacar. Mais c'est bien pour lui d'être à l'avant et au moins, il n'est pas dans les lâchers du peloton qui sont nombreux. Il faudra qu'il s'accroche et pourquoi pas aller chercher un nouveau top 10 peut-être aujourd'hui pour Lewis Haskey, même si évidemment le fait d'être à l'avant lui coûte beaucoup d'énergie. Ils ont encore les 6 hommes de tête, une 38 d'avance, alors que le peloton roule à fond. Il n'y a plus que 35 hommes dans le peloton. Pogacar a encore 3 équipiers, mais il a perdu Tim Wellens, il a perdu Félix Großschartner qui n'y sont plus là. Et à noter qu'il n'y a plus aucun coureur déjà de la Visma Lease Bike. Voilà, tous les coureurs sont faciles à voir, les maillots jaunes fluo de la Visma, ils sont pas là. Ils ont tous été déjà lâchés, donc des dégâts énormes, alors qu'on est à peine, si on est un petit peu plus de la mi-course, il reste encore 87 km. On y est dans cette Monte San Maria, et ça va à un rythme dingo. On a vu la Ineos, la Tudor, essayer de prendre le lead là, juste avant d'entrer dans le secteur, histoire de contrer un peu la tactique de la Emirates. Mais alors que là, ça explose dans l'échappée. Ça explose dans l'échappée. C'est dur, le Monte San Maria, c'est aussi 5 étoiles. Ça dure 12 km. Et là, c'est en train de lâcher pour Pepin Renderik. C'est en train de lâcher aussi pour le coureur de la Jayco Alula, Anders Foldager. On n'a plus que Connor Swift et Lewis Haskey en tête. C'était un peu les 2 premiers attaquants du jour. C'est les 2 seuls qui ont pris un petit peu d'avance. Ça a aussi lâché pour Fabian Weiss, pour Mark Donovan. Ils sont pas loin. Les 2 devant ont 100 mètres d'avance sur les 4 de derrière. Ça va peut-être revenir. Mais voilà, on sent que les plus forts, c'est les Britanniques, Swift et Haskey. Derrière le peloton. Et à 1 minute 7 secondes derrière, les Emirates qui ont repris la tête du peloton. Ça lâche encore de partout. Il y avait déjà plus que 30 personnes. Ils vont être plus que 20 bientôt. On voit encore pas mal de Uno-X. On voit pas mal d'Ineos. Pas mal d'Alpecin. Je vois au moins un Groupama, j'espère que c'est Romain Grégoire qui est là. Ça lâche très fortement. On reconnaît, je pense que c'est Ben Hilly, là, le style de Ben Hilly qui est bien calé dans la route Pogacar. On a coureur de la Red Bull, je pense que c'est Roger Adria aussi qui est bien placé.
Thomas Pidcock pour la Q36.5 aussi là, qui est parfaitement placé. Allez, les 6 hommes devant qui se sont regroupés finalement. Mais ils piochent. C'est Connor Swift qui fait le rythme en tête. Et derrière les autres, ça passe plus vraiment des relais. Hein. Tout le monde s'accroche, tout le monde fait ce qu'il peut. Le peloton a explosé. Ouais, maintenant, il n'y a plus que 15 hommes. Derrière, il y a un petit groupe de 6-7 hommes un peu plus loin. C'est Del Toro désormais qui fait le rythme. Isaac Del Toro, le jeune Mexicain, qui fait le rythme dans ce secteur de chemin blanc. Il fait 11 km. On a encore 8 km. C'est pas possible. Il n'y a plus personne quasiment dans le peloton. On a bel et bien Ben Illy, Adria, Pidcock. Pour la Uno X, c'est Frédéric Verns qui est là. Je vois Magnus Cort doit être un petit peu plus loin. Michel Kwiatkowski qui s'accroche. Je vois plus de Groupama. Il me semble que Romain Grégoire s'est fait lâcher un petit peu plus loin. Il y a un coureur de la Lotto aussi. Est-ce que c'est Lennart Van Envelt? Il y a un coureur pour la Décathlon aussi qui est encore là. Ça va peut-être se regrouper là Enfin, se regrouper. Quelques coureurs vont peut-être revenir de l'arrière là dans cette descente. Il y a de la poussière, ça va vite, c'est dangereux. C'est magnifique par contre, hein, les paysages là, ces petits chemins blancs au sommet des collines. C'est pour ça qu'on aime les Strade Bianche. Ils sont encore 5 devant. C'est fini pour Anders Foldager. Là, ça y est, il a définitivement lâché à mon avis. Et c'est toujours Connor Swift qui fait un rythme. Et là, il est en train de lâcher tout le monde, Connor Swift. C'est pas une attaque, c'est juste au train. Il n'y a plus personne qui peut suivre. Ça se fait tout doucement, ça se fait au ralenti, mais il gagne centimètre par centimètre. Mais ils n'ont plus que 44 secondes d'avance sur le peloton, évidemment, qui va encore plus vite. Voilà, il y a eu un autre nouveau trou. Ils sont plus que 6-7. Ils sont plus que 6 alors que Del Toro se retourne. Il abandonne Del Toro. Oh là là, c'est incroyable. Allez, c'est Tim Wellens finalement qui est devant. Je pense qu'il avait été lâché, Tim Wellens, mais c'est bien lui. C'est le dernier coéquipier de Tadej Pogačar qui fait le rythme. Il a Thomas Pidcock dans sa roue. Pogačar s'est laissé reculer d'une place pour être dans la roue de Pogačar. De Pidcock. Derrière, c'est Ben Illy en 4e position. Et je pense que c'est Roger Adria encore derrière. Et c'est à peu près tout. Voilà, il y en a partout. C'est bien ça. Il n'y a plus que 5 hommes dans ce... c'est peut pas parler de peloton. C'est Tim Wellens, Tom Pidcock, Pogačar, Ben Illy et Roger Adria. Tous les autres ont lâché sans qu'il y ait la moindre attaque pour l'instant de Pogačar. Ah là là, ils sont vraiment trop forts. Et Emirates, ils ont une équipe trop forte. Uno X, ils étaient bien. Ils avaient 3 représentants. Là, il n'y en a plus aucun. Alors, ça va s'organiser derrière. Mais pour l'instant, ils sont tous éparpillés. Et il reste encore 6 km de spectateurs. Alors que c'est Pidcock. C'est Pidcock qui attaque. C'est Tom Pidcock qui attaque. Et Pogačar qui le suit et qui le contre. Pogačar, il s'est pas du tout fait surprendre. Il n'y a personne d'autre qui peut suivre derrière. C'est Ben Illy qui est... Voilà, Ben Illy, son rythme, c'est d'y aller au train. Ils reprennent des échappées. Et Pidcock qui s'accroche. Thomas Pidcock qui s'accroche dans la roue de Pogačar. On est à 78 km de l'arrivée. Et c'est parti. Les grandes manœuvres de Pogačar. Pour l'instant, Pidcock qui tient bon. Pogačar qui se retourne. Il voit que Pidcock... il y a de la poussière. On les voit même plus. Ils sont en train de reprendre les quelques échappées. Il reste juste Connor Swift désormais seul en tête. Et il reprend son souffle, Pogačar. Il reste dans la roue des trois hommes là qu'ils ont repris de l'échappée, de Lewis Husky et compagnie. Ça a dû lui coûter parce qu'il continue pas son effort. Il voit qu'il n'a pas lâché Pidcock, du coup il reprend son souffle et c'est bien joué de la part de Pidcock. C'est lui qui a attaqué en premier, on le voyait bien. C'est vrai qu'on le voyait bien, Pidcock, il avait l'air d'être vraiment bien, mais bon, Pogačar l'a contré immédiatement, mais il s'est accroché. Et du coup, ça peut être intéressant si du coup Pogačar il va pas tout donner. Forcément, s'il a Pidcock dans sa roue, au sprint, c'est pas du tout dit qu'il le batte. Et ça pourrait permettre peut-être à des coureurs petit à petit de revenir derrière s'ils ne s'entendent pas trop. Et finalement, qui c'est Pidcock. C'est Pidcock qui fait le rythme dans ce groupe. Allez, Pogačar qui pince à relais. Et ce qui est bien joué, c'est que Tom Pidcock, il a Mark Donovan. Mark Donovan est là. Il est là, Mark Donovan. Donc il va pouvoir aider un petit peu Thomas Pidcock en cas d'attaque. Ouais, c'est bien joué. On n'oublie pas qu'on a Connor Swift encore seul en tête, mais il a plus que 7 secondes d'avance sur Pogačar et Pidcock. Et Pogačar qui en remet une derrière. Là, c'est une accélération sur les... Si ça y est, il se dresse. C'est une vraie accélération juste au moment où il rattrape Connor Swift. Il avale Connor Swift, mais Pidcock est toujours là. Pidcock qui le suit comme son ombre. Oh là là, ça glisse. Hein. Ils vont vite on est toujours sur les chemins blancs là, donc forcément c'est un peu instable. Et voilà, ils sont plus que deux devant. Connor Swift a bien pas pu suivre le rythme.
Il va peut-être se relever, attendre Kwiatkowski travailler pour lui. C'est Pogačar avec Pidcock dans sa roue qui sont désormais les deux hommes seuls en tête à 76 km de l'arrivée. Ah, c'est beau ce que fait Connor Swift. Il parvient à revenir sur Pogačar et Pidcock. Alors, ils ont très certainement levé le pied alors qu'on approche de la fin de ce secteur du Monte Sante Maria qui a encore tenu toutes ses promesses, mais il n'aura pas été 100% décisif. C'est-à-dire que l'an passé, à la même époque, la course était basiquement pliée. Pogačar était parti tout seul. Et là, grâce à Tom Pidcock qui a su suivre, la course n'est pas faite. La course n'est pas jouée. Et du coup, ils vont un petit peu plus doucement, puisque sinon Pogačar, il donnerait tout pour prendre l'avance. Là, ils vont plus doucement. Ça permet à Connor Swift de revenir. Et est-ce que ça permettra à d'autres coureurs qui s'organiseront derrière de revenir? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne voit personne derrière. Mais voilà, il y a 3 hommes en tête. 2 Britanniques avec Tom Pidcock et Connor Swift. Et le Slovène champion du monde avec son beau maillot arc-en-ciel, Tadej Pogačar, qui sort à l'instant du Monte Sante Maria. Encore une fois, terrible. Pour l'instant, les premiers poursuivants, ce sont toujours les 3 hommes de l'échappée, Lewis Hauski, Mark Donovan et Fabian Weich. C'est étonnant, ils sont à 34 secondes du trio de tête. Et le groupe des favoris, des outsiders avec Ben Healy, avec Kort Nielsen, avec Roger Adria, il est un petit peu plus loin, il est à 53 secondes derrière. Ils sont une dizaine d'hommes là dans on va dire désormais, c'est ce qui reste un petit peu du peloton. 53 secondes, ça fait beaucoup pour revenir, même s'il ne donne pas tout devant. Il roule quand même, évidemment, pour éviter que ça revienne. Donc, ça va être dur. Il est fort, fort, fort probable que l'un des vainqueurs, ce soit Pogačar ou Pidcock. Mais bon, c'est pas surprenant, puisque c'était les 2 favoris avant le début de cette étape. Pour l'instant, la logique est respectée. Allez, derrière, les échappés, ça s'est regroupé, puis ça s'est séparé. Les groupes de poursuivants. On a vu une contre-attaque là qui s'est formée avec 3 très bons coureurs, Pello Bilbao, Roger Adria et Gianni Vermeersch, le Belge et les 2 Espagnols. Vermeersch pour l'Alpecin de Koenig, Bilbao pour la Bahrain Victorious et Adria pour la Red Bull qui sont sortis là et qui sont le premier groupe de poursuivants désormais. Ils sont à 1 minute 16 du trio Pogačar, Swift, Pidcock. Et puis un peu plus loin derrière, une vingtaine de secondes derrière ce trio, on retrouve un autre groupe avec notamment Ben Healy, avec Michael Valgren, 2 coureurs de l'Education First, avec Lennart Van Etvelt, en plus de Tim Wellens, et de 2 rescapés de l'échappée, Mark Donovan et Pepin Renderik. Les autres échappés sont quelques secondes derrière, avec Magnus Kort Nielsen. Voilà à peu près les seuls coureurs là, qui restent dans la course, qui vont se disputer le top 10, parce que les autres coureurs sont beaucoup plus loin. On est désormais à 56 km de l'arrivée, on est à 3 km du prochain secteur des chemins blancs. Un secteur très court par contre, mais en montée. Donc en montée très punchy. Donc ça risque d'attaquer probablement pour Pogačar, de se débarrasser de ce diable de Tom Pidcock et de Connor Swift qui est toujours là. Imaginez si Connor Swift remportait cette étape. Non, ça paraît peu probable, mais pourquoi pas un podium pour Connor Swift s'il continue à s'accrocher. Bien sûr, lui ne passe pas de relais. Ce sont Pogačar et Pidcock qui roulent. Swift reste gentiment dans la roue de ces 2-là. Et puis du coup, on va faire un petit point sur le favori du jour. Alors le favori, c'est Pogačar. On va pas faire la carrière de Pogačar. On va s'intéresser à l'outsider peut-être du jour, Tom Pidcock. Surtout donc qu'il a fait un début de saison exceptionnel avec déjà 4 victoires. 2 victoires d'étape sur la Lula Tour et le classement général. Et puis une victoire d'étape également sur le Tour de l'Andalousie. Donc 4 victoires, ça porte à 9 son nombre de victoires en carrière. Donc déjà là, en un mois, il a remporté quasiment la moitié des victoires de sa carrière. Il a remporté quand même d'autres belles courses en carrière, et notamment une étape du Tour de France en 2022 au sommet de l'Alpe d'Huez, s'il vous plaît. Il a également remporté deux classiques, 2 classiques World Tour, avec donc l'Estrade Bianche il y a 2 ans, mais également l'Amstel Gold Race l'an passé. Un coureur donc qui a également été 2e de Liège-Bastogne-Liège en 2023, encore 2e sur l'Amstel Gold Race, en 2021, 2e également d'une étape du Tour de France l'an passé. Il avait été battu au sprint dans cette fabuleuse étape de Troyes par Anthony Turgis. Donc un coureur évidemment, un top coureur qui a changé d'équipe cette saison. Il n'était pas bien, il était à la Ineos, ça se passait pas bien. Il avait envie d'être leader, il n'avait pas envie d'être au service
d'Egan Bernal ou de je ne sais qui. Du coup, il a changé. Il a fait le choix quand même osé d'aller dans une équipe de seconde division en rejoignant la Q36.5. Qui plus est, pas l'équipe de seconde division la plus prestigieuse. Ben, il a bien fait. Parce que depuis, la Q36.5 est invitée un peu partout. Et en plus, il remporte plein de succès. Donc là, vraiment, c'était un choix. On se demandait. On a vu Pidcock qui rejoint la Q36.5. Et ben en fait, super choix pour Tom Pidcock. Il a fait 3 Tours de France déjà et une Vuelta. Et son meilleur classement, c'est une 13e place sur le Tour de France 2023. Son objectif à long terme, c'est de faire beaucoup mieux sur le Tour de France et sur les grands tours. Et il ambitionne même, pourquoi pas, de le remporter. Ça paraît compliqué, mais un podium, pourquoi pas, pour Pidcock sur les monuments. Et ben voilà, il a fait 2e de Liège-Bastogne-Liège. Il en a fait 10 des monuments. 3 Milan-San Remo, 3 Tours des Flandres, 3 Liège-Bastogne-Liège et ainsi qu'un Paris-Roubaix. Il n'a par contre jamais participé au Tour de Lombardie, alors que ça pourrait pourtant lui convenir. Outre ce 2e place, il a fait un autre top 10, 10e l'an passé sur Liège-Bastogne-Liège. Sur Milan-San Remo, son meilleur classement, c'est une 11e place. Il a fait 17e de Paris-Roubaix également l'an passé. Et puis sur le Tour des Flandres, son meilleur classement, c'est une 14e place en 2022. Donc voilà, toujours quand même bien placé. Et aujourd'hui, heureusement qu'il est là. Parce que sinon, la course serait finie. Et là, franchement, il y a suspense. S'il arrive à tenir, à ne pas se faire lâcher lors des prochaines attaques qui ne sauraient tarder là, de Tadej Pogačar, et que ça se finit au sprint, alors là, les cartes seraient complètement rebattues. Et il pourrait très bien s'imposer. Il maintient le suspense dans cette course, Thomas Pidcock. Et c'est bien cool. C'est bien cool de sa part. On le remercie. Pidcock, alors qu'ils entrent à l'instant dans ce nouveau secteur pavé. On va voir si Pogačar remet un petit pétard ou non. Pour l'instant, il y va seulement au train. C'est que 600 mètres. C'est 600 mètres de chemin blanc. Par contre, l'inclinaison monte jusqu'à 13%. Donc forcément, on va voir aussi ce que fait Connor Swift. Est-ce qu'il va réussir encore à s'accrocher sur ces 600 mètres ou est-ce que ça va être définitivement lâché? Ils ont 1 minute 12 d'avance sur les poursuivants. Il me semble que le trio, on n'a pas bien vu, mais j'avais l'impression que le trio était en train de se faire reprendre par les hommes derrière eux. Ouais, c'est ça, ils ont été repris. Désormais, on a un groupe de 8 hommes en poursuite du trio de tête. Ces 8 hommes sont Tim Wellens, Gianni Vermeersch, Peyo Bilbao, Ben Illy, Michael Valgren, Lennart Van Etvelt, Roger Adria et Magnus Cort. Eh bien, pas d'attaque dans cette ascension. Et surtout, Connor Swift qui n'a pas lâché alors que ça montait fort. Il a tenu bon, Connor Swift, encore un bon passage. Et s'il s'accroche, le podium devient envisageable. À la chute de Pogačar qui vient de tomber, il est tombé dans le fossé, il est dans l'herbe. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pas vu en direct, on a juste une image là de Pogačar dans un pré. Alors là, ça y est, il vient de repartir sur son vélo. Pidcock est désormais seul en tête. Où est Connor Swift? Je ne sais pas, il va falloir revoir ça. Parce que là, c'est... voilà. Le vélo, on sait jamais ce qui peut se passer. Et alors, est-ce qu'il est tombé tout seul? Est-ce qu'il a fait une erreur? Il a l'air d'aller. Il est reparti. Il va vite. Je vois pas de blessure. Alors, c'était en descente. Il était en tête. Et il a glissé tout simplement. Il a tout simplement glissé en descente. Il a pris un virage trop vite et il fait... Oh là là, il fait un joli roulé-boulé. Heureusement que c'est de l'herbe. Derrière, Connor Swift lui freine et s'arrête. Puisqu'il était... alors que Pidcock, lui, a pris le virage parfait. Pidcock, on sait, c'est un artiste sur le vélo. Et ouais, il a pris le virage un tout petit peu trop large et il fait un énorme roulé dans l'herbe. Et derrière, voilà, en plus, il a dû rechanger de vélo à l'instant. Ah là là, le tournant, il est tombé tout seul. Pidcock, il l'a pas attendu et c'est bien normal. Là, par contre, voilà, il a fait une erreur, Pogačar. Il a glissé. C'était pas un secteur pavé en plus, ça, c'était juste du goudron. Il s'est étalé tout du long et ensuite, il a fait une belle pirouette dans l'herbe. Heureusement vraiment que c'était de l'herbe. Ça aurait été un trottoir ou un poteau, c'était grave. Donc je pense pas qu'il soit fait très mal, si ce n'est au début, là, sur la chute, quand même, sur la glissade quand même sur le goudron. Et du coup, là, c'est vraiment complètement changé. Désormais, Pidcock seul en tête. Et il est là dans un secteur pavé. En plus, il y a plein de monde. Il est maintenant, il n'y a plus à se poser de questions stratégiques. Qu'est-ce que je dois faire quand ils étaient tous les deux, c'était un petit peu tactique. Là, c'est vraiment au pédale. Alors, on va voir. Est-ce que Pogačar va réussir à revenir? Il y a Connor Swift qui est pour l'instant intercalé. Et alors, attention, en plus, là, c'est un peu bloqué.
Oh là là, il y a une voiture qui est bloquée. Oh, Pogacar qui passe juste. Oh là 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 là, là il y vole. Hein. Il vole Pogacar, on sent ça a dû le mettre en rage cette chute en plus. Il a fait la boulette. Il a fait la boulette. Bon, il n'a pas eu de chance, il a glissé, mais voilà, c'est pas une crevaison, c'est pas dû à une. C'est juste un virage pris un peu trop vite et il a glissé. Il est en train de revenir là sur Connor Swift. Allez, c'est le premier écart, 30 secondes. 30 secondes de retard sur Tom Pidcock. Oh là 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 là, quel tournant. Quel tournant. Alors là, ouais, Tom Pidcock aussi, il doit se sentir des ailes. Pogacar, lui, il a la rage, mais est-ce qu'il s'est fait mal aussi? C'est ça la question. Hein. Ça n'a pas l'air. Il est en train de revenir pile sur Connor Swift. Alors que voilà, on revoit la chute au ralenti. C'est vraiment une chute toute bête. Hein. Un virage et il se penche un petit peu trop et boum, il tombe. Oh là là, et c'est son vélo qui se prend une borne sur le côté, mais pas lui, heureusement, il passe à côté de la borne. Et du coup, voilà, ensuite, il remonte sur son vélo et il demande de le changer parce que son vélo lui, a pris un gros choc. Et il a dû en changer un petit peu plus tard. Je regarde son cuissard, sa jambe, il n'a pas l'air de saigner, elle est juste un petit peu râpée quand même. Mais ça va. Et ensuite, voilà, Pidcock qui se retourne, il voit Pogacar qui sort du pré. Oh là là, quelle image. Quelle image là de Pogacar qui remonte et qui sort du fossé avec son maillot blanc au milieu du vert. Là, c'est assez ouf. Et maintenant, il est en mission revenir. Il a déjà repris 5 secondes. Hein. Il n'y a plus que 25 secondes. Ah là 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 là. Quel tournant. Et c'est Strade Bianche qu'on disait sans suspense, couru d'avance. Et pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça qu'on aime le vélo. C'est pour ça qu'on a 100% cyclisme, les amis. Et Connor Swift qui du coup, il est un peu une victime collatérale de cette chute parce que là, il vient d'être lâché par Pogacar. Alors que Pogacar, il saigne. Il saigne du bras gauche. Il saigne de la jambe gauche, là où il s'est affalé côté gauche. Hein. Et ouais, ça commence à saigner, il doit faire mal, mais il va quand même vite. Hein. Il revient à 16 secondes de Pidcock. Ah là là, il va revenir dessus, je pense. Hein. Il va revenir dessus et Connor Swift, il était tranquillement avec ces deux-là et du coup, avec sa chute, lui, il s'est arrêté. Il a été un petit peu surpris par le mouvement alors que Pidcock en pro a pris le virage parfaitement à continuer. Connor Swift, il a donc perdu du temps, le temps qu'il reparte. Ensuite, il s'est fait rattraper par Pogacar qui lui allait à fond. Et du coup, il n'a pas pu suivre. Ça va coûter cher aussi indirectement à Connor Swift, cette chute. Ah, c'est incroyable là, la vitesse à laquelle il va. On sent qu'il est... il s'en veut. Il s'en veut d'avoir fait ça. Et il reprend du temps vraiment extrêmement rapidement. Et en fait, Pidcock, il attend. Alors, est-ce qu'il attend par fair play parce que Pogacar a chuté? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il attend aussi parce qu'il sait que Pogacar aurait fini par revenir peut-être. Il attend, il s'est retourné, il a dû le voir et il se dit allez, je ne vais pas me fatiguer. Je vais plutôt attendre que Pogacar revienne. Il sera diminué Pogacar, donc sa prochaine attaque, je pourrais peut-être la suivre. Et le but de Pidcock, finalement, c'est d'être avec Pogacar jusqu'au bout, je pense. Et de le battre au sprint parce qu'il ne l'a pas... il l'a attendu et voilà. Les deux hommes sont de nouveau ensemble. Pogacar, maintenant, il regarde un petit peu le dégât. Il va... c'est fair play de la part de Pidcock. Hein. On avait vu d'ailleurs un moment très fair play juste quelques peu de temps avant où Pogacar prenait une musette et il avait un bidon de trop et il le proposait gentiment à Tom Pidcock qu'il a pris avec plaisir. Et donc voilà. Pidcock et Pogacar de nouveau en tête, mais un Pogacar en sang sur le côté gauche, forcément diminué, forcément un peu choqué par sa chute. Et un Pidcock qui, lui, pendant ce temps, a pu reprendre un petit peu des forces. Hein. Au début, il y est parti, puis il s'est un petit peu relevé. Le scénario est toujours très, très indécis. Derrière, Connor Swift est à 35 secondes et le groupe de poursuivants, lui, par contre, n'a pas profité de cette chute. Il est à 1 minute 37. C'est quand même ouf. C'est quand même incroyable, ça. Hein. Ça leur a pas servi, ils sont pas plus près. Et donc le mano à mano continue malgré cette chute entre Pogacar et Pidcock. Oh là là, je l'ai rarement vu comme ça, Tadej Pogacar. On sent là dans chaque virage, il y a beaucoup de descentes et donc beaucoup de virages très serrés. Et on sent que il est un peu moins serein. Hein. On sent qu'il est un peu moins serein. Cette chute là, l'a un petit peu choqué. Même Thomas Pidcock dans ses virages, on sent qu'il y va pas à fond, il va tranquille. Un petit peu pour rassurer son propre adversaire, c'est étonnant. Mais là, on prend toutes les précautions possibles désormais dans les virages pour les deux hommes. Il faut dire qu'ils ont suffisamment d'avance. Hein. Sur les poursuivants, on est désormais à 35 km de l'arrivée. Et Connor Swift est à 1 minute 20 derrière.
Il est toujours en 3e position, mais malheureusement pour lui, ça se rapproche derrière. Le groupe de 8 est à 1,41 et Connor Swift, lui, est à 1,08. Voilà, donc il a encore 30 secondes d'avance sur les 8 hommes derrière lui et voilà, il faut qu'il garde ces 30 secondes sur les 35 prochains kilomètres. Ça va être dur, ça va être intéressant. Là, cette lutte pour la 3e place désormais, puisqu'il est à peu près certain que Pogačar et Pidcock feront 1 et 2, mais on ne sait pas dans quel ordre. Et derrière, voilà, la 3e place avec Connor Swift qui a 30 secondes d'avance sur le groupe de 8. Et on a encore pas trop loin derrière. On a les 4 échappés matinaux. Lewis Haski, Pepin Renderik, Anders Foldager et Fabian Weiss qui sont à 1,57, donc à une quinzaine de secondes du groupe de 8 hommes, des 8, c'était les 8 favoris, outsiders un petit peu de cette course qui vont se battre pour le podium. Est-ce qu'ils vont revenir? Je pense pas quand même, vu tous les efforts qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais Connor Swift aussi, il en a fait des efforts. Et ça serait sympa qu'il tienne jusqu'au bout pour aller chercher cette 3e place, mais c'est loin, loin, loin d'être fait. Ah, ça s'anime là d'ailleurs dans le groupe de poursuivants sous l'impulsion évidemment de Ben Illy. Il y a Roger Adria, il y a Peyo Bilbao et il y a Tim Wellens, l'équipier de Tadej Pogačar qui a réussi à suivre cette accélération de Ben Illy et ils reviennent à l'instant sur Connor Swift qui se fait reprendre. Donc pour Connor Swift, le podium c'est un petit peu adieu. Il est repris là, ça s'attaque forcément on sent que il y a une place sur le podium à jouer. Il reste 30 km. Ça va donc se livrer des coups. Et pour l'instant, c'est Ben Illy qui a fait le premier écart. Derrière, il a surpris donc Gianni Vermeersch, Michael Valgren, Lennart Van Envelt et Magnus Cort qui sont 5 secondes derrière désormais les 5 hommes de tête. Les 5 premiers poursuivants plutôt. Allez, 19 km de l'arrivée, on entre dans l'avant-dernier secteur de chemin blanc et ça grimpe. C'est seulement 2 km, il y a des passages à plus de 15%. Pogačar est toujours avec Pidcock et il commence à attaquer là. Et c'est pas une attaque, c'est au rythme, mais ça monte fort, il y a beaucoup de monde. Pidcock qui s'accroche mais qui est en train de lâcher, j'ai l'impression, mètre par mètre. Oui. Pidcock qui lâche, c'est pas croyable. Pidcock qui finit par lâcher. Malgré la chute, Pogačar semble plus fort. Il est en sang sur le côté gauche, il a la main droite aussi, un doigt complètement en sang. Et pour l'instant, il est en train de lâcher Tom Pidcock sur cette ascension. L'ascension du collier Pinzuto, l'avant-dernière avant le Tolfé. Ah là 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 là. Oh, il vient de prendre une énorme respiration au sommet. Après cette ascension, il se retourne et Pidcock n'est pas visible. Pidcock n'est pas derrière. Pidcock, il a pourtant essayé de s'économiser le plus possible. Mais là, ça a été un moment décisif. Et Pogačar l'a parfaitement bien joué. Il lui a mis un coup, une cartouche énorme. Et déjà, Pidcock, il est à plus de 13 secondes. Il a craqué. Il a craqué tout simplement. C'était 20 km de trop. Jusqu'à présent, ils s'étaient entendus tranquillement. Ils avaient roulé, ils avaient maintenu les 5 hommes, là, les 5 poursuivants à environ 1 minute. Et c'était suffisant. Mais là, sur ce secteur pavé, c'est Pogačar qui s'est présenté le premier et il a accéléré immédiatement. Il a d'abord accéléré en restant assis avant de se hisser sur les pédales. Et Tom Pidcock, il n'a pas pu suivre. Et là, ça sent l'envol vers la victoire pour Tadej Pogačar. Ah là là, c'est dommage pour Pidcock. C'est aussi beau de voir Pogačar partir comme ça malgré la chute. Ça veut dire qu'il est... Bon voilà, il a pas pris trop cher. Et pour Pidcock, ça... Ouais. Ça sent la 2e place pour Tom Pidcock. Il fallait rester. Il fallait rester dans la roue pour essayer de s'imposer au sprint. C'était la seule chance. C'était une bonne chance pour Pidcock s'ils arrivaient les deux ensemble pour s'imposer. Mais malheureusement là, il vient de lâcher. Et Pogačar, le maillot blanc tout vert suite à sa chute. Dans l'herbe, le côté gauche tout rouge de sang. Eh ben, il est en train de partir pour la victoire. Là, à moins d'une nouvelle chute ou d'une crevaison, ça sent très très bon pour le Slovène. Alors que dans les poursuivants, c'est Tim Wellens. C'est Tim Wellens qui vient d'attaquer. Bien sûr, Tim Wellens, lui, il avait Pogačar devant, donc il a jamais eu à passer de relais, évidemment. Il se faisait emmener. Et là, il vient d'attaquer dans ce même secteur. Et il a laissé Adria, Ben Illy et Bilbao sur la roue. Alors que Connor Swift, lui, a dû lâcher. C'était le 5e homme. Connor Swift, il n'est plus là. On a donc Tim Wellens à la poursuite désormais de Tom Pidcock. Alors, est-ce qu'il pourrait revenir sur Tom Pidcock? Pidcock, il a dû prendre un coup au moral. Est-ce qu'il va réussir à maintenir Tim Wellens qui doit être plus frais? Tim Wellens, il n'a pas fait trop d'efforts. Enfin,
Voilà, il a plus pris de relais depuis que Pogacar est parti. Oh, il a mis une attaque énorme. Et alors là, Ili, Adria et Bilbao, ils ont pas bougé. Ils ont pas bougé. Et là, c'est le podium qui s'envole pour ces trois-là. Et est-ce que l'Emirates va réussir à faire un doublé 1 et 2 ? Là, bon, il a quand même plus d'une minute de retard sur Pidcock, Tim Wellens. Donc, il faudrait faire un sacré numéro. Mais c'est pas impossible. Et en tout cas, là, j'ai l'impression que c'est le mouvement décisif pour la 3e place qui vient de se jouer. Là, la 1re et la 3e place se sont décidées dans ce secteur-là du collier Pinzuto, qui aura été là, très important. C'était le 2e passage dans ce col. Et il semble que la course s'est définitivement décantée, à moins d'une grande surprise. Le dernier suspense, est-ce que se joue entre Pidcock et Wellens peut-être pour la 2e place? Bon, Pidcock quand même, 1 minute, faut qu'il le garde, faut pas qu'il craque, faut qu'il reste fort au moins mentalement. Derrière, les autres coureurs, ça sera les places d'honneur, le top 5, le top 10 seulement. Pogacar dans la folie du Tolfé, le dernier chemin blanc de la journée pour lui. Il y a une foule énorme, il se fraye un passage là, ça s'ouvre juste devant lui, il y a beaucoup de monde et il est parti vers la victoire. On est à 12 km de l'arrivée désormais et l'écart qui grandit avec Pidcock, 54 secondes. Et par contre, pour Pidcock, ça devient inquiétant. Tim Wellens revient petit à petit. Il est Tim Wellens à 1,36 de Pogacar, donc à 40 secondes de Thomas Pidcock. Derrière, le groupe des trois autres a complètement lâché. Ils sont à plus de 2 minutes 30. Adria, Bilbao et Ben Ili vont se partager les places 4, 5 et 6, vraisemblablement. Pogacar va être premier. Et vraiment, il y a suspense. Moi, je pense qu'il y a suspense entre Pidcock et Wellens. L'écart qui diminue petit à petit. Pidcock, il est assez à son tour là, d'être dans la foule de ce Tolfé. Une foule énorme. Et lui, il n'a pas de moto devant lui pour lui ouvrir le passage. Donc, on a encore plus la pression qu'il va se prendre quelqu'un. Mais pour l'instant, ça passe. Et Wellens, on voit le rythme derrière maintenant de Wellens. Ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite pour Tim Wellens. Alors, moi, je pense qu'il va le reprendre. Il reste encore plus de 10 km. Il est plus frais. Et puis, c'est un coureur de classique, Tim Wellens. C'est pas juste un équipier. S'il n'y avait pas Pogacar, il serait le leader. Et il pourrait bien revenir. Il pourrait bien revenir sur Pidcock. Il n'y a plus que 38 secondes entre les deux hommes. Ça va être tendu. Ça va être très, très tendu pour le Britannique. Ça tient finalement pour Tom Pidcock. Pogacar est à 5 km de l'arrivée. Il a 1 minute 5 d'avance sur Pidcock. Et l'écart qui s'est maintenu là entre Pidcock et Wellens. Wellens est 45 secondes derrière Tom Pidcock. Donc ça devrait être la 2e place quand même pour Pidcock. Wellens, il a pris du temps beaucoup au début. Puis il a fini par piocher. Wellens va se contenter. Et je pense qu'il sera bien content de cette 3e place sur le podium. Ça sera quand même 2 coureurs de la Team Emirates sur le podium. Et derrière, on vient de voir que Ben Ili a réussi à distancer les 2 Espagnols, Roger Adria et Pello Bilbao, dans son style caractéristique, en puissance dans la montée du Tolfé. Il a mis, pas une attaque, il a juste envoyé le plus de watts possible et les Espagnols n'ont pas pu suivre. Du coup, ça devrait être 4e pour Ben Ili. Là, le top 10 qui se dessine avant l'arrivée, clairement. Derrière, la 5e place se jouera entre Adria et Bilbao. On ne sait pas trop derrière qui est encore là pour le top 10 par contre. La flamme rouge pour Tadej Pogacar qui va donc s'imposer et qui se permet déjà des petits high five avec des supporters slovènes là sur le côté. Malgré sa chute, il est toujours sympa avec le public. Il va s'imposer. C'était sa 6e participation au Strade Bianche. Après avoir fait 30e en 2019, 13e en 2020 et 7e en 2021. Il s'était imposé en 2022 et en 2024. Et donc 2025, c'est une nouvelle victoire pour Pogacar. C'est dangereux là, de faire des high five comme ça en roulant. Ça lui met le bras en arrière. Mais bon, ça s'est bien passé. La dernière ascension dans les rues de Sienne, qui est bondée évidemment. Pour voir le champion du monde, c'est la première fois qu'un champion du monde avec ce maillot sur les épaules s'impose. Alors le maillot là, il est un peu déchiré. Et sur la gauche, il est un peu sale sur la droite, mais ça reste un maillot de champion du monde. Il va donc égaliser Fabian Cancellara, qui lui aussi a remporté à 3 reprises les Strade Bianche. Et bon, il y a fort à parier qu'il le dépassera. Peut-être pas l'an prochain, ça dépendra s'il participe ou non, mais voilà. On le voit mal ne pas s'imposer de nouveau à Strade Bianche, une course qu'il apprécie. Et une course qui est de plus en plus prestigieuse. Et le triple vainqueur du Tour de France, qui triple donc aussi la mise
sur l'Estrade Bianche. Il fait un petit signe là, il chauffe le public. Et il aurait pu faire un petit peu moins. Il a dû avoir peur. Hein. Il a dû avoir peur dans cette journée suite à sa chute. Mais il y est arrivé, il s'impose avec le sourire malgré tout. Les deux doigts en l'air, la victoire pour Tadej Pogačar, le grand favori. Malgré la chute, a répondu présent. Et voilà Tom Pidcock qui va arriver pour la deuxième place. Il aurait été le meilleur des autres. Comme on dit, hein, finalement, Tim Wellens ne se sera pas trop rapproché. Il a été le seul à pouvoir suivre Tadej Pogačar dans sa première attaque là, à 75 km de l'arrivée. Puis il y a eu la chute où il l'a attendu. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il aurait dû continuer? On ne sait pas trop. Il l'a attendu en espérant qu'il pourrait le suivre. Mais finalement, dans l'attaque à 18 km de l'arrivée, dans l'avant-dernier passage de chemin blanc, il a lâché. Et il passe maintenant à 1 minute et 22 secondes après Tadej Pogačar. Bravo à lui. Il aura maintenu le suspense le plus longtemps possible sur cette étape. Et on lui tire notre chapeau. Et d'ailleurs, ils vont se faire une petite accolade là. Un petit check, Pidcock et Pogačar. C'est beau. Ah là, il est bien déchiré, Pogačar. Hein. Il est bien déchiré, Pogačar. Il attend aussi, je pense, la Tim Wellens avant d'aller se faire un peu soigner quand même. Là. Il pourrait mettre un petit peu de rouge sur ses blessures. Il attend sûrement Tim Wellens qui arrive maintenant et qui va prendre la 3e place. Beau succès. Voilà, la Team Emirates qui est au-dessus du lot. 2 minutes 10 derrière l'arrivée de Tim Wellens qui complète le podium et Pogačar voilà, qui l'attend, il est tout content. Et la collade entre les deux coéquipiers, entre le Slovène et le Belge. Le pied du podium pour Ben Healy, l'Irlandais d'Education Easy Post, IF Easy Post, qui va, dommage hein, pour Ben Healy, mais souvent placé, rarement victorieux Ben Healy. Il aura été surpris par l'attaque de Wellens et il n'aura pas pu aller chercher ce podium. Ça sera seulement la 4e place. Il termine à 3 minutes et 20 secondes de Tadej Pogačar. On va voir le top 5 entre Bilbao et Adria. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Et non, ils ne sont plus ensemble. C'est Pello Bilbao qui arrive. Il se retourne. Ça sera la 5e place pour eux. Ils arrivent tous un par un. Hein. C'est assez impressionnant. Chacun avec 1 minute d'écart sur l'autre, basiquement. Ça sera le top 5 pour Bilbao et le top 6 pour Roger Adria qui doit suivre pas loin derrière. On ne le voit pas là, mais il doit être là. Bilbao, 5e à 4 minutes 19. Et non, tiens, regardez qui arrive. Il s'est fait avoir. C'est Magnus Cort qui vient faire 6 et Gianni Vermeersch 7. Valgren vite. Non, mais attends, c'est pas possible. Adria, il est où là? Ah, il est là. Ouais, il a craqué sur le final, Adria. Il semblait fort. Hein, il a été toujours dans les bons coups, mais il a lâché dans la toute fin. Il va quand même faire un top 10, mais ça sera la 9e place, il me semble, si j'ai bien compté, pour Roger Adria. Il a sûrement trop donné dans la poursuite et il a payé ça sur la fin. Et c'est une longue course. C'était la première fois qu'il participait au Strade Bianche. Et il n'a pas assez géré. Il a perdu dans le final. On va récapituler un petit peu le top 10, le classement au calme. On a vu pas mal d'interviews intéressantes là, après l'étape, notamment Tadej Pogačar qui nous disait que maintenant que l'adrénaline était en train de redescendre, il commençait à sentir la douleur monter. C'est vrai qu'il avait vraiment, même l'épaule en sang. Le bras, la jambe, il a pris quand même un peu cher. On a vu aussi l'interview de Thomas Pidcock qui lui disait que c'était une 2e place douce amère. Hein, il est ambitieux, Pidcock, il veut gagner. 2e, ça le satisfait pas complètement, même si au fond il sait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose de mieux. Il aurait aimé plus. On a vu Pello Bilbao. Alors Pello Bilbao, hein, toujours très intéressant. Dans ses interviews, toujours un petit peu à fleur de peau. Et lui, il était content de sa 5e place. Et puis on a vu aussi l'émotion de Connor Swift qui a été en lutte pour le podium pendant un bon moment et qui finalement finit 13e, en dehors du top 10. Il était donc forcément déçu après cette journée à l'avant pour Connor Swift, hein, le dernier rescapé de l'échappée matinale. Le classement donc, la victoire de Pogačar pour la 3e fois, 92e victoire en carrière. On va à toute vitesse passer la barre des 100. Il devance donc Thomas Pidcock de 1,24 et son coéquipier Tim Wellens de 2,12. Suivent Ben Healy, Pello Bilbao, Magnus Cort, Gianni Vermeersch, Michael Valgren, Lennart Van Etvelt et Roger Adria qui finit finalement 10e et donc qui complète ce top 10. Derrière, on a le premier français,
Le premier français, c'est Jordan Labrosse de la Decathlon AG2R La Mondial Team. C'est pas forcément lui qu'on attendait. Il termine 17e. Kevin Vauquelin ne termine que 20e. Déception pour Marc Hirschi, seulement 24e, le Suisse dont on pensait vraiment mieux. Déception également aussi pour pas mal d'autres coureurs. Dylan Teuns, seulement 37e. Madouas, seulement 39e. Fuglsang, 43e. Romain Grégoire, lui, termine 52e à près de 12 minutes de Tadej Pogačar. Donc là, c'est vraiment une grosse déception. Jan Tratnik, 60e. Voilà, des coureurs dont on aurait pu penser qu'on les verrait plus à l'avant. Richard Carapaz, il était là, Richard Carapaz, on ne l'a pas vu. Il termine à une anonyme 78e place à 25 minutes de Tadej Pogačar. Le dernier du jour, on va en parler, il a eu le mérite, ils sont 98 coureurs sur 175 à avoir fini. C'est Nicolo Buratti, italien de la Bahreïn Victorieuse, qui termine en dernière position en compagnie de Noah Isidore à 25 minutes et 6 secondes de Pogačar. Et donc voilà, derrière, on a près de 80 coureurs qui n'ont pas fini la course et qui ont abandonné, notamment Michal Kwiatkowski, David Gaudu, ou encore les bons coureurs de l'Astana, Bettiol, Scaroni, Ulissi. Ils ont tous abandonné et n'ont pas fini. Donc cette Strade Bianche remportée par Tadej Pogačar. Finalement, c'était vraiment... beaucoup de gens disaient que ça allait être couru d'avance avec tous les événements grâce à la résistance de Pidcock, la chute qui a un petit peu tout changé, et notamment le destin de Connor Swift. On ne sait pas s'il aurait pu tenir plus longtemps si Pogačar n'était pas tombé. Ça l'a beaucoup perturbé, Swift. Bref, il s'est passé plein de choses et c'était intense du début à la fin avec une très forte échappée qui est partie 10 bons coureurs. Mais ils n'ont pas eu de chance avec des crevaisons, avec des chutes. Ils se sont fait reprendre jusqu'au numéro de Pogačar qui s'impose donc. C'était une très belle course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre les pages 100% cyclisme sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur votre plateforme de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. On est partout. Donc, si vous voulez voir les prochaines courses, abonnez-vous. Et la prochaine course, tombe bien, c'est demain. C'est demain et c'est pas n'importe quelle course puisque c'est le début de Paris-Nice. Aujourd'hui, c'était peut-être la classique la plus attendue de l'année hors monument. Et Paris-Nice, c'est un petit peu la course par étapes la plus attendue de l'année hors les grands tours, évidemment. Et ça commence demain avec... il y a du beau monde. Alors, il n'y aura pas Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, il ne reprendra que sur Milan-San Remo en espérant qu'il soit remis de sa chute d'ici là pour un beau duel face à Mathieu Van Der Poel. Sur Paris-Nice, par contre, on aura Jonas Vingegaard, on aura Joao Almeida, Ben O'Connor, Mathias Skjelmose, Vlasov et plein d'autres. Ça va être passionnant. Et ça commence donc demain. J'espère qu'il se passera autant de choses que sur ces Strade Bianche. Salut à tous, salut à toutes.